Je voudrais maintenant introduire Claudia Sindaco. Donc, Claudia Sindaco fait partie du groupement des restaurateurs mandatés pour restaurer la collection des peintures du musée d'Orsay. Elle est plus particulièrement spécialisée dans les cas difficiles des peintures à la colle, mais pas seulement. Claudia Sindaco enseigne depuis 2000 la restauration des peintures à l'Institut national du patrimoine. Elle est également l'auteure de nombreux articles et elle va nous présenter une restauration absolument extraordinaire dont elle a été chargée par Guy Cocheval en 2013, qui est celle de Lola de Valence de Manet. Bonjour. Alors, je vais vous présenter la restauration de 2012 et avant ça, nous allons évoquer l'historique de l'œuvre et ses modifications, puis nous développerons la technique picturale qu'on a pu voir à l'occasion de la restauration et analyser. La danseuse représentée dans ce portrait en pied est Lola Melea, dite Lola de Valence. Elle était l'étoile de la troupe du Théâtre Royal de Madrid qui se produisait à Paris, à l'Hippodrome, à partir d'août 62. Ce spectacle connut un vif succès et sa principale danseuse, Lola, fit tourner bien des têtes. Astruc et Baudelaire tombèrent sous le charme de l'Andalouse à la beauté exotique. Manet, à son tour, fut captivé par le spectacle et par l'artiste. Il décide de peindre une partie de la troupe dans le ballet espagnol. Puis réussit à faire poser Lola dans son atelier, seule, à la fin de l'été 62. Nous avons à gauche une aquarelle qui est sans doute l'œuvre préparatoire au tableau. Le tableau est présenté pour la première fois à la Galerie Martinet en 1863. Sur un cartel fixé en bas du cadre figuraient les vers de Baudelaire. « Entre tant de beauté que partout on peut voir, je comprends bien, ami, que le désir balance, mais on voit scintiller dans Lola de Valence le charme inattendu d'un bijou rose et noir. » Les critiques accueillirent le tableau et le quatrain de Baudelaire plutôt fraîchement. On décela une allusion érotique dans le bijou rose et noir, et la toile, par son audace et ses couleurs vives, fut fortement critiquée. Paul Mans parle de bariolage rouge, bleu, jaune, de caricature de la couleur. 4 ans plus tard, Lola sera à nouveau exposée avec l'Olympia et le déjeuner sur l'herbe. Ces 3 tableaux firent scandale et des caricatures sont faites à l'issue du vernissage. Zola va défendre le portrait de la danseuse en expliquant que, je cite, « Lola de Valence, peinte par Manet, est vraiment un bijou rose et noir. Le peintre ne procède plus que par tâches et son espagnol est peinte largement par vive opposition. La toile est couverte de 2 teintes. » Après 67, sur les conseils d'un ami, peut-être de Gade, d'après Taraban, le biographe de Manet, Manet décide de modifier l'arrière-plan en insérant un décor de théâtre avec des portants, une trouée vers la salle de spectacle. Manet s'est servi du fond originel brun pour y ajouter ces nouveaux éléments. À gauche, le tableau tel qu'il était en 67, d'après une eau forte de Manet. À droite, le tableau modifié. Le tableau mesure alors, d'après les dimensions qui ont été données pour l'exposition 67, 95 cm et 1,5 m de hauteur. Nous avons 2 photos anciennes qui montrent la composition en 72, photographiée par Godet. Donc c'était l'album de Manet, de toutes les œuvres de Manet peintes jusqu'en 72. Une autre photo qui date de 1884 et qui a été prise au moment de la grande rétrospective Manet, qui a eu lieu 1 an après la mort de l'artiste. On voit nettement que le format est moins allongé qu'aujourd'hui et semble presque carré. Donc le tableau a été d'abord acheté par Faure, un musicien réputé, puis à partir de 73 passe entre les mains de 2 marchands, Camontreau puis le père Martin, avant d'être acheté par Isaac de Camondo. En 1911, il rentre dans les collections nationales grâce au legs Camondo. L'œuvre a changé de format entre 1884 et 2011. La composition en 1884, comme vous pouvez le voir,
s'arrête très près du pied de la danseuse en bas et en haut, le portant est nettement plus court. Les dimensions dans le catalogue sont les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 1,23 m et 95 cm de large. On peut s'interroger sur ces modifications faites après la mort de Manet. Pourquoi ces agrandissements? Vraisemblablement pour des raisons esthétiques, pour aérer la composition jugée sans doute trop serrée. Les bords de la peinture sont, après examen, en très bon état et les nouvelles mesures, après ces agrandissements, ne correspondent donc à aucun format standard. Donc c'est uniquement pour aérer la composition. Pour changer le format, la technique la plus simple, fin 19e, début 20e, consistait à rentoiler le tableau en collant les agrandissements sur la toile de doublage. C'est cette technique qui a été pratiquée. Il n'y a aucune couture, les agrandissements s'opposaient à joint vif. Alors, les anciennes interventions de restauration. Donc, le tableau est ensuite conservé donc, dans les collections nationales et exposé au Louvre, au musée du Jeu de Paume. Alors, les agrandissements ont été conservés lors des différentes interventions sur le support toile, car on a pensé jusqu'à une date récente qu'ils avaient pu être décidés par Manet lui-même. En effet, Manet a fait faire des modifications de format. Il a agrandi la composition, par exemple, pour le coin du café-concert conservé à la National Gallery et a rétréci sa composition pour le Torero-Mort, qui est aussi conservé à la National Gallery. Pour modifier les formats et les agrandir, il existait à Paris de nombreux artisans rentoileurs qui pratiquaient des marouflages ou des rentoilages à la demande des artistes marchands et particuliers. Donc les photos de 1884, mises en évidence en 2012 par Gilles Bastian dans le dossier du laboratoire, sont une preuve que ces agrandissements ont bien été faits après la mort de Manet. Donc, dans le dossier d'œuvres conservé au CDRMF, on trouve les interventions anciennes répertoriées depuis 1948. Aucune restauration n'est documentée avant cette date. En 1948, une intervention fondamentale du tableau est programmée pour des altérations sur le support toile. En effet, le tableau présente d'importantes déformations du rentoilage et aussi un assombrissement général du vernis avec des chancis profonds, c'est-à-dire une microfissuration du vernis qui entraîne une opacification plus ou moins prononcée du film. Un rentoilage donc est fait par Mérida et Lepage et un allègement du tableau est pratiqué par Jacques Roulet. Donc Jacques Roulet justifie le choix de l'allègement en expliquant que le fond était peint par glacis et très fragile. Malgré ce traitement très modéré, une polémique éclatait dans Combat, relayée un peu plus tard dans le journal des Antiquaires. D'après les journalistes, le tableau après nettoyage était devenu sec et dur, les grilles avaient perdu de leur subtilité. Aucune suite officielle ne fut donnée par le musée du Louvre à ces articles et la polémique s'éteignit d'elle-même. Comme quoi, il suffit de ne pas répondre. Un an plus tard, de nouvelles cloques dans le rentoilage, des soulèvements et des lacunes obligent à reprendre les interventions en support et à pratiquer à nouveau un rentoilage à la colle de pâte. Les différents, donc ce traitement a bien tenu, puisqu'il n'a pas été repris depuis. Et les différents examens faits à partir de 1958 soulignent la fragilité de la peinture et font état de petits soulèvements récurrents, de petites lacunes sur le bord gauche. Des refixages et des revernissages furent régulièrement entrepris et la possibilité d'une intervention fondamentale pour stabiliser le support et la peinture fut discutée en 1981, puis finalement reportée. Alors, en 2012, le jaunissement, l'irrégularité du vernis motive une intervention sur la couche picturale. C'est M. Guy Cocheval qui décide de programmer cette intervention qui a eu lieu au CDRMF, au pavillon de Flore. La restauration a été précédée, comme d'habitude, d'un dossier scientifique complet, c'est-à-dire radio, UV, infrarouge. Des analyses sans prélèvement ont été faites par microfluorescence X aussi, pour déterminer la palette. Une commission scientifique a été nommée pour suivre les interventions.
Elle est composée de M. Guy Cocheval, de Mme Isabelle Kahn pour le musée d'Orsay, de Mme Béatrice Sarrazin, de M. Pierre Curie et de Mme Clarisse Delmas pour le C2RMF. Donc l'objectif principal était d'améliorer l'état de présentation, donc très altéré par ces vernis très irréguliers, brillants et jaunis. Alors il y avait aussi des altérations anciennes, c'est-à-dire des petites déformations qu'on voyait surtout dans les... qu'on voyait surtout sur Lola de Valence, dans les blancs, et qui étaient des petites déformations. Donc Jean-Pascal Viala a pu examiner la peinture. Donc Jean-Pascal Viala est restaurateur de support toile. Donc il a pu examiner le support précisément et constater que ces déformations étaient liées à l'ancien rentoilage. Donc la toile originale s'était légèrement rétrécie lors des précédents rentoilages, et donc ça avait entraîné des toutes petites déformations dans le sens vertical. Cette altération est heureusement visible surtout en lumière rasante et très peu en lumière directe. Mais elle ne peut pas être reprise. Voilà. Donc c'était les seules interventions qui n'ont pas pu être reprises par la restauration. Alors je vais parler maintenant de la technique de l'œuvre. Donc la toile a une contexture très dense, 25 à 26 fils par centimètre carré. Elle est fine, en armure toile. Ce type de textile a très souvent été employé par Manet, par exemple pour l'évasion de Rochefort, le portrait de Zola ou le combat de taureau. Manet, très classiquement, préférait en effet les toiles au grain lisse et fin. Donc là, vous pouvez voir à travers la photo la finesse de la toile, une gaze qui a été appliquée au moment du rentoilage et puis la toile de doublage. Et là, vous avez un détail de la toile à la radio. Voilà. Donc les agrandissements non originaux ont été posés à joint vif, comme on l'a dit tout à l'heure. Les dimensions de ces agrandissements pour la partie supérieure sont de 7,5 cm et constituées de 2 toiles. Pour la partie inférieure, on n'a qu'un seul morceau de toile de 5,5 cm qui a été rajouté. Ces toiles d'agrandissement sont plus épaisses et beaucoup plus lâches que la toile originale. Ils font environ 15 à 16 fils au centimètre carré. Pour la couche picturale, on observe donc à la radio et aussi à l'examen rapproché une préparation très mince, blanche, probablement une préparation de type industriel. Elle est aussi légèrement perceptible à la radio et elle est constituée vraisemblablement d'une charge et d'un tout petit peu de blanc de plomb. Alors la palette, donc d'après les analyses faites au C2RMF par Éric Laval, la palette est constituée de bleu de cobalt, de blanc de plomb, de terre et de vermillon. Le gris froid du sol, si caractéristique de Manet, est obtenu par un mélange d'ocre, de blanc et de bleu de cobalt. Ce bleu est aussi utilisé en mélange avec des terres dans le fond sombre. Le vermillon est très présent dans les carnations et la robe. Alors, la technique picturale. Aucun dessin sous-jacent n'a été mis en évidence à l'observation rapprochée ni sous infrarouge. Manet a sans doute placé les différents éléments et les contours du personnage au moment de l'ébauche avec un ton bistre que l'on peut voir à l'examen rapproché et qui lui a aussi servi à brosser rapidement le fond brun dans la toute première version, avant 67. L'image radiographique est fortement contrastée. La figure de l'Espagnol se détache nettement par l'épaisseur de la matière picturale. On voit à la radio la touche énergique et l'emploi d'une matière fortement chargée en blanc de plomb pour le visage. Les empattements sont surtout présents dans la figure de l'Espagnol, alors que le fond est réalisé avec une matière très diluée et transparente. Les touches de la robe sont très lumineuses
avec des pigments employés de façon quasi pure. Là, vous voyez pour la petite mantille, donc des couleurs rouge vermillon et le bleu de cobalt utilisé quasi pur. Il existe aussi très peu de repentir pour cette œuvre, ce qui est un petit peu étonnant. On observe juste en fait à la radio que l'éventail et le pied ont été très légèrement décalés. Manet est en effet connu pour ses reprises. Il pouvait retirer au chiffon, gratter en cours d'exécution des éléments qui ne lui plaisaient pas. Il a ainsi effacé le visage de l'Olympia pour recommencer, comme le montre la radiographie. Comme il le dit lui-même, il faut faire du premier coup ce que l'on voit. Quand ça y est, ça y est. Quand ça n'y est pas, on recommence. Le reste n'est que de la blague. De toute évidence, pour Lola, ça y était. Alors, les altérations... Ah, pardon, excusez-moi. Ah, il ne veut pas se remettre en arrière. Bon. Ah. Voilà, je vais reprendre juste pour terminer un petit peu sur la technique picturale. Comme on a pu le voir, la construction du tableau est franche et la technique assez classique. En 1862, Manet s'est forgé un style très personnel, mais a gardé sur le plan technique certains préceptes acquis dans l'atelier de Thomas Couture, où il est resté 6 ans. Dans son livre donc, de Thomas Couture, Méthode et entretien d'atelier, il existe quelques extraits tout à fait représentatifs de la technique employée par Manet dans Lola. Donc pour l'ébauche, Couture conseille composer avec de l'huile cuite grasse et de l'essence et des couleurs telles que brun rouge et cobalt, vous pouvez obtenir un ton bistre. C'est exactement ce qu'a fait Manet dans Lola. Avec cette teinte, tracez tous vos contours. Pour les lumières, il indique « Regardez bien votre modèle et demandez-vous quelle est sa lumière la plus vive et placez-la ». Il conseille aussi « Employez le plus possible vos couleurs sans mélange ». Pour un ton de chair, dans la lumière, mettez du blanc de plomb, du jaune de Naples, du vermillon. Empâtez fortement vos lumières, accentuez les plans les plus sombres. Apparemment, Manet a mis en pratique beaucoup mieux que Couture lui-même les préceptes qu'il recommandait à ses étudiants. Jacques-Émile Blanche, qui a vu travailler Manet, dit de lui « Il fut le dernier à peindre excellemment, d'après des restants de méthodes et recettes qui remontent aux Espagnols et aux Flamands. Ironie, lui, probablement le dernier à savoir manier l'outil selon une magnifique tradition, apparu comme le destructeur de cette tradition. » Alors, on va revenir aux altérations du vernis et commenter les interventions d'allègement qui ont été faites. Donc, les nombreuses interventions et les revernissages successifs pratiqués rendent l'épaisseur des vernis très importante. Ces vernis sont aussi brillants et jaune-brun. Ils atténuent les contrastes entre le fond et les personnages, assourdissent les couleurs dans la robe. Dans les empâtements, ils se sont accumulés dans les creux, donnant un aspect terne et sale à la mantille et gênent l'appréciation des transparences. On peut se demander s'il reste encore des traces de vernis d'origine sur la peinture. Manet, qui avait une facture plutôt classique, souhaitait vraisemblablement, pour des tableaux fortement contrastés comme celui de Lola, mettre un vernis. Il est probable qu'un vernis donc, ait été mis après la reprise du fond par Manet en 1967. Alors, les interventions d'allègement. Pour les interventions, nous avons employé la méthodologie développée par Wolbers et Cremonesi. Nous avons pratiqué des petits tests de solubilité d'abord dans différentes zones colorées pour déterminer les solvants les plus appropriés, les plus sûrs pour la matière originale. En effet, la technique picturale incite à la plus grande prudence. Le tableau est relativement récent et présente de nombreuses zones très transparentes dans les fonds avec une matière peu chargée en liant et des couleurs qui peuvent s'avérer fragiles comme les rouges.
Pour ne pas dépouiller le tableau et ne pas accentuer des décalages entre les zones claires et foncées, un allègement moyen qui laisse un film de vernis ancien a été pratiqué. Voici donc la première fenêtre d'allègement qui a été faite et qui a été présentée au comité scientifique. Dans les zones fragiles, les fonds et les rouges, nous avons d'abord ramolli le vernis avec un mélange de solvant un petit peu moins actif, puis nous l'avons aminci progressivement au scalpel. Cette méthode a aussi été pratiquée pour amincir le vernis dans les empattements. Les réintégrations anciennes, un tout petit peu débordantes, ont elles aussi été retirées mécaniquement. Alors voici quelques étapes en cours d'allègement. Voilà. Et voilà le tableau, donc avant les réintégrations, après l'allègement. On peut voir que dans le fond, il y a des toutes petites lacunes qui ont dû être faites au moment des différents rentoilages en 48 et en 49, où l'œuvre a été très déformée et a eu des petites lacunes. Donc très peu de lacunes, des toutes petites usures autour de ces lacunes, mais globalement le tableau était en très bon état. Voilà, en cours d'intervention, on a pu, Jean-Pascal Viala donc, a pu retirer des papiers de bordage qui occultaient 1 cm de peinture originale près des bords. Et voilà enfin le tableau avant et après intervention d'allègement et de retouche. Voilà, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont soutenu, aidé et suivi les restaurations. J'espère que je n'ai oublié personne. Je vous remercie de votre attention.